Explication spirituelle 50, il y a du travail, vraiment. Partie 2/3. Nous parlons de civilisation, et nous avons expliqué que le premier des trois grands domaines de base qui constituent la trame vitale d'une civilisation, c'est la médecine, entendez l'ensemble des connaissances techniques et des moyens techniques s'intéressant spécifiquement au maintien et à la restauration de la bonne santé des individus. Le niveau de la médecine, et l'intensité de l'effort pour développer la médecine, sont des paramètres importants qui rentrent dans les éléments qui déterminent le niveau général d'une civilisation. Quel est le second grand domaine de base? L'une des définitions fonctionnelles de ce qu'est un être humain, c'est celle qui le détermine comme une entité intelligente ayant des besoins et des désirs, et animée de la tendance à chercher à satisfaire ses besoins et à réaliser ses désirs. Il y a quelque chose de la souffrance dans un déséquilibre significatif entre la somme des besoins et des désirs réguliers d'une part, et la capacité générale à les satisfaire d'autre part, quand ce déséquilibre montre une capacité insuffisante au regard de la somme des besoins et des désirs réguliers. Et il y a quelque chose du bonheur, lorsque la capacité générale de réalisation, afin de satisfaire les besoins et les désirs, est équilibrée avec, ou plus grande que, la somme des besoins et des désirs réguliers. Si les besoins réguliers sont relativement stables dans le temps, nous parlons des besoins dits fondamentaux de l'être humain, physiquement parlant et psychologiquement parlant, se nourrir, se vêtir, se loger, se reposer, se mouvoir, se divertir, il en va autrement des désirs réguliers. La notion de régulier renvoie ici à la notion de régime habituel, quelque chose de relativement proportionné avec les capacités de réalisation en l'état de l'être humain, ou les capacités de réalisation en l'état de la civilisation. Au fil des époques, au fil des évolutions technologiques, donc matérielles, infrastructurelles, structurelles, techniques et technologiques, les besoins réguliers sont toujours les mêmes, ils ne changent pas. Les humains physiques qui vivaient dans le millénaire 7000 avant l'ère chrétienne, avaient les mêmes besoins réguliers que les individus qui vivent aujourd'hui dans le millénaire 2000 de l'ère chrétienne. Les bases générales des systèmes économiques sont les mêmes dans tous les mondes et dans toutes les dimensions du grand plan physique éthérique, à partir du moment où les capacités de réalisation de l'individu de base de la race ne lui permettent pas de maîtriser tout seul la satisfaction de ses besoins et de ses désirs réguliers. Il s'agit alors d'organiser quelques systèmes sociaux qui mutualisent les compétences des individus, ce qui suppose que le dit système social s'assure d'une manière ou d'une autre que les individus acquièrent des compétences et exercent ces compétences d'une manière plus ou moins organisée, et supervisée par le système social. Il s'agit alors d'organiser un système social qui mutualise les compétences, et de créer un moyen pour réguler l'accès aux biens et aux services de la société pour l'individu, puisqu'une fois que les compétences sont mutualisées, les biens et les services produits peuvent être compris comme des produits du système social, donc de la société, bien qu'il s'agisse toujours du fruit du travail des individus. Un système économique doit évidemment rationaliser la relation entre l'individu et les biens et services produits par la société, et l'une des manières les plus efficaces pour rationaliser cela, c'est l'instauration, la généralisation et la systématisation d'un système monétaire, peu importe la forme et la nature de la monnaie, donc de l'argent, de sorte que pour l'individu, il va s'agir de gagner de l'argent, afin de se servir de cet argent pour accéder aux biens et aux services de la société, selon ses besoins et selon ses désirs. Si cette rationalisation n'était pas effectuée, l'individu serait à la merci du caprice des autres, et cette notion de caprice est évoquée ici pour synthétiser une quantité colossale de problèmes et une profondeur abyssale d'insuffisance qui découlerait nécessairement d'une situation dans laquelle, en lieu et place d'un système fondé sur l'argent et sur la professionnalisation, on aurait un non-système où les choses se passent par différentes stratégies de troc de proximité, de petites ententes de proximité et un amateurisme général, mais si vous ne voyez pas où est le problème, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous imaginer réellement ce que serait un monde sans aucun système économique, avec des individus encore incapables de maîtriser seuls leurs besoins et leurs désirs. C'est un monde essentiellement animal, et comprenez-le, vous ne voulez pas vivre comme un animal, avec une complexion humaine. Aucun système économique ne saurait être parfait, et tout système économique engendre inévitablement ses riches et ses pauvres, mais le réel défi c'est de constituer une classe moyenne particulièrement majoritaire, ni riche ni pauvre. Pour l'individu, l'équation de la vie incarnée est simplifiée, il lui faut gagner de l'argent, et à partir de son argent, il peut accéder aux biens et aux services de la société selon ses besoins et selon ses désirs, à la hauteur de sa puissance financière. Après, c'est à la société de faire évoluer l'offre des biens et des services, et déjà de s'assurer d'une certaine stabilité et d'une bonne variété dans l'offre courante des biens et des services. Mais le deuxième grand domaine de base pour une civilisation,
ce n'est pas le système économique, bien qu'il soit nécessaire de construire un système économique pour en gérer certains aspects secondaires. Mentionnons rapidement un autre aspect secondaire du deuxième grand domaine de base. Les besoins réguliers des individus reçoivent des réponses en termes de biens et services, qui sont mis à niveau au fil des évolutions technologiques de la civilisation. Rappelons encore une fois qu'il faut entendre par technologie le matériel, l'infrastructurel, le structurel, la technique et la technologie. Les efforts de la société pour organiser ces réponses engendrent des problèmes latéraux qu'il faut essayer de résoudre, et l'effort de les résoudre mobilise d'autres efforts de production d'autres biens et d'autres services. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, dans l'effort de répondre aux besoins de se loger des individus, la société a développé différents corps de métier, depuis les maçons de base jusqu'aux ingénieurs en bâtiment, et tout un domaine d'activité s'est constitué sur la question de la construction des logements, maisons, immeubles, et tout ce qu'il y a autour. À son tour, le domaine d'activité sur la question du logement va connaître différents problèmes qui lui sont intrinsèques et qui ne sont pas directement pertinents au premier degré pour le besoin des individus de se loger, et il faut générer d'autres corps de compétences pour gérer et résoudre ces problèmes. Pour le dire de manière synthétique, il y a d'une part les besoins réguliers de l'individu, se nourrir, se vêtir, se loger, se reposer, se mouvoir, se divertir, et il y a d'autre part la réponse de la société à ces besoins réguliers, et cette réponse devient complexe au fur et à mesure que les besoins sont traités sérieusement et sur de grandes échelles, de sorte qu'aujourd'hui, dans la réponse supérieure de la société aux besoins réguliers des individus, il y a par exemple, en tant que corps de métier, des ingénieurs agricoles, des ingénieurs automobiles, des ingénieurs civils, des ingénieurs aéronautiques, des ingénieurs commerciaux, des techniciens supérieurs en toutes sortes de domaines, des comptables et experts comptables, des gestionnaires et des experts en gestion, etc. Et la liste est loin d'être exhaustive. En traitant la notion au niveau social et économique, le travail est l'ensemble des activités qui servent directement ou indirectement à répondre aux besoins réguliers des individus, et c'est aussi l'ensemble des activités qui s'occupent de résoudre les problèmes intrinsèques au premier ensemble. Le travail, au sens où nous venons de le définir donc, adopte ses formes et déploie ses niveaux en fonction des capacités technologiques de la civilisation, directement et indirectement. Au sein du domaine général du travail, il y a des activités qui existent maintenant, mais qui ne pouvaient pas exister il y a 2 siècles, parce que les capacités technologiques de la civilisation n'étaient pas encore assez développées pour rendre pensables et rendre possibles de telles activités. Par exemple, les métiers de pilote de ligne et d'ingénieur aéronautique ne pouvaient pas exister avant que la technologie n'ait créé et maîtrisé les avions, et dans un futur à l'horizon de plusieurs décennies encore. Le métier actuel de psychologue aura disparu, pour laisser la place au métier de neuropsychologue, de sorte que les gens iront voir en cabinet le neuropsychologue, comme ils vont voir aujourd'hui le psychologue. Un peu de la même manière que les dentistes modernes ont remplacé les arracheurs de dents du passé, avec beaucoup plus de connaissances techniques et de moyens techniques. Aujourd'hui encore, sur la planète Terre, la plupart de nos désirs sont forcés de se confiner à peu près au domaine du travail, parce que les modalités d'accès de l'individu aux biens et aux services de la société sont encore très rudes, très limitées et très fragiles. L'individu moyen bien portant dépense plus de la moitié de son temps de forme au travail avant l'âge de la retraite. Quand il n'a pas de travail, il dépense plus de la moitié de son énergie mentale régulière à essayer de supporter mentalement la souffrance sociale d'être sans travail. Ce n'est pas le travail qui est le problème, c'est l'hypertrophie que l'actuelle civilisation humaine a donnée au travail. Dans les races avancées mais qui ont encore besoin d'un système économique et d'un système financier, les choses sont déterminées de sorte à ce que le travail n'occupe qu'une fraction réduite du temps de forme des individus. À l'échelle, les individus de ces races avancées peuvent ne travailler par exemple que 2 jours par semaine, avec des volumes horaires très raisonnables, et seulement 6 mois sur 12. Mais une telle qualité de vie est aussi rendue possible par un haut niveau de développement des capacités technologiques de la race. Dans une situation plus saine, les désirs de l'individu vont naturellement se déployer dans le domaine du loisir. Autant nous avons défini le travail en fonction des besoins, autant il faut définir le loisir en fonction des désirs. Parlons un peu de vous qui me lisez, si vous avez tenu l'effort de concentration jusqu'ici, car le propos ci-dessus a quelques aspects aridés. Quelques éléments complexes difficiles, certes dans un traitement intéressant. Parlons un peu de vous. Normalement vos désirs s'intéressent naturellement à des activités dont la visée première, voire unique, est de vous remplir de plaisir et de joie, sans considération particulière par rapport à vos besoins réguliers. Vous voulez,
au sens de « vous désirez », avec l'idée du consentement à la mise en œuvre de quelque effort pour réaliser ce que vous désirez. Vous voulez par exemple faire de longues siestes sous les cocotiers, sur la plage d'une île verdoyante au climat doux, faire un petit séjour dans la Station spatiale internationale, et passer des heures à contempler la Terre à travers le hublot, nager au large avec des dauphins, équipé avec une combinaison high-tech ultra confort, avec un yacht de bon standing comme base, regarder un bon film dans un home cinéma dernier cri, avec des conditions d'image, de son et d'ambiance proches de la perfection technologique, faire une balade en G-Pack avec un modèle totalement fiable et aisément maniable, prendre tout votre temps pour jardiner paisiblement et vous occuper méticuleusement de vos plantes, avec d'excellents équipements, dîner dans un vrai restaurant ultra chic, avec une ambiance feutrée et silencieuse, avec une atmosphère douce et confortable, avec une terrasse donnant directement sur la mer, sur un grand jardin verdoyant, etc. Et si vous lâchiez la bride à vos désirs, et que vous vous autorisiez encore davantage à envisager ce que vous pouvez désirer, alors vous verrez que vous voulez, par exemple, créer en laboratoire de nouvelles espèces de plantes, belles et parfaitement compatibles avec l'écosystème vivant stable de votre environnement, chausser des lunettes à vision atomique et passer du temps à contempler autour de vous les phénomènes atomiques qui se déroulent dans votre environnement, voir des quantas interagir les uns avec les autres et générer des phénomènes en général invisibles à l'échelle macroscopique, passer quelques jours à créer un film d'aventure à projection holographique hyper réaliste, en vous servant du synthétiseur holographique à utilisation intuitive, vous entraîner à approfondir votre maîtrise de la programmation du synthétiseur moléculaire, qui se manie un peu comme un instrument de musique, pour essayer de fabriquer de plus beaux diamants, ou de fabriquer des fruits plus savoureux, etc. D'une part, il faut automatiser et optimiser le travail, de sorte que les individus ne soient plus dans une relation lourde et contraignante par rapport au travail, de sorte que le travail arrive à une proportion plus modeste et sainement absorbable par les individus. Cela nécessite en grande partie un développement continu des capacités technologiques de la civilisation, en sachant que nombre de problèmes interprétés comme des problèmes économiques et des problèmes monétaires se résolvent surtout par des avancées technologiques conséquentes. La découverte et la maîtrise de l'énergie du point zéro, le pseudo-vide spatial, résoudra le problème de la grande peur du tarissement des énergies dites fossiles, et déjà la découverte et la maîtrise des moyens économes de synthèse du pétrole à partir de matériaux faciles à rassembler ou à constituer, allégera de beaucoup la psychose de la fin du pétrole. Si vous pensez qu'il y a des forces sociales obscures imbattables qui empêchent ces découvertes et leur rationalisation sociale, vous avez tout simplement tort. Donc, d'une part il faut automatiser et optimiser le travail, afin que la plus grande partie du travail soit assurée par des intelligences informatiques et des robots programmés, il restera toujours des activités dans lesquelles l'intelligence humaine sera nécessaire. Il ne faut pas présumer des limites des intelligences informatiques et des robots programmés, ce que vous voyez aujourd'hui c'est juste l'âge de pierre de l'informatique et de la robotique, l'excellence machine, pour la nommer ainsi, a un potentiel qui est encore loin de s'être révélé. D'autre part il faut élargir et développer l'offre de loisirs, car le bonheur des individus se trouve davantage du côté du loisir, que du côté du travail, toujours au sens où nous avons défini le travail ci-dessus. Dans le champ du loisir, l'individu trouvera toujours de la pertinence à développer des compétences et des talents, sauf que ces compétences et ces talents ne seront plus pensés dans l'optique de gagner de l'argent. Avec, directement ou indirectement, ils seront pensés dans l'optique de permettre à l'individu d'expérimenter de plus grandes qualités de plaisir et de joie, à travers des activités plus riches et plus intéressantes. Le niveau de développement d'une civilisation est donc aussi déterminé par l'efficacité, l'automatisation et l'optimisation de l'aspect travail, et par la richesse et la puissance de la technologie de loisir, en sachant qu'une activité de loisir, ça peut être par exemple construire une oasis verdoyante et confortable sur la Lune, ou construire une cité sous-marine autonome, avec des matériaux transparents pour le dôme, afin de vivre à même le majestueux spectacle des fonds marins. Faisons ici une mention spéciale à la question militaire. La protection est l'un des besoins de l'être humain, de fait, l'un des besoins de toute race intelligente présentant quelque fragilité d'espèce. Le développement de la puissance militaire protectrice sera l'un des champs d'activité du travail, puisque le travail est l'ensemble des activités qui s'intéressent à la satisfaction des besoins réguliers des individus, et par extension de la race considérée. À partir du moment où la société, la civilisation, s'intéresse à répondre sérieusement à ce besoin de protection de la race, le développement de quelque forme de police et d'armée est une nécessité civilisationnelle, c'est pourquoi les races avancées, qui maîtrisent le voyage interstellaire, possèdent toutes des armées hautement équipées technologiquement, non pour envahir,
mais pour se protéger en tant que race, et se garantir le cas échéant la capacité de défendre leurs intérêts dans des relations interraces difficiles et complexes, car la convergence des intérêts de races différentes n'est pas garantie, aucune loi énergétique cosmique ne garantit cela. Que l'on parle de travail, de loisirs et de protection, on parle à la base de la technologie, c'est-à-dire de l'état des connaissances techniques et des moyens techniques au-delà de la question spécifique de la santé. Si le premier grand domaine de base d'une civilisation c'est la médecine, le second grand domaine de base c'est la technologie, c'est-à-dire l'ensemble des capacités technologiques de la civilisation, dans tous les domaines pertinents où la technologie joue un rôle central, sinon simplement important. La plupart des gens sont seulement des usagers du système, des usagers de la civilisation, des structures de la civilisation. Ce terme usagé désigne par exemple les praticiens ordinaires de la médecine, il désigne tous les niveaux de compétences et tous les niveaux de profession dans lesquels il s'agit de travailler à faire tourner la machine de la société. Disons les choses ainsi, pour prétendre travailler à faire avancer par exemple le grand domaine de base de la médecine, il faut être un chercheur en médecine, et un chercheur dans quelques domaines afférents plus ou moins directement à la médecine, quelqu'un qui contribue réellement à faire avancer les connaissances techniques et les moyens techniques pour résoudre les problèmes de santé. Ce n'est pas le cas des professionnels ordinaires de la médecine, mais c'est le cas des chercheurs, par exemple en cancérologie, en immunologie, en génétique, en biologie. Si vous sentez une pointe d'irritation à la lecture des propos ci-dessus, alors que vous n'êtes pas un chercheur, c'est que vous avez un problème au niveau de la taille de votre orgueil. Si vous êtes un joueur de tennis du fond du classement, vous n'avez aucune raison valable de vous sentir vexé si vous entendez qu'on fait l'éloge des champions sans vous inclure. La réalité est que, une fois qu'on a défini clairement les choses en un domaine, il y a des personnes plus importantes que d'autres, il y a des personnes plus élevées que d'autres. Pour obtenir l'idée que tout le monde est important au même niveau, il faut égorger la raison et faire parler la seule sensibilité émotionnelle individuelle subjective, qui veut qu'on la regarde aussi, même si elle n'a rien fait qui ait de la valeur objectivement parlant, dans le domaine considéré en la circonstance. Dans le grand domaine de base de la technologie, ceux qui font avancer le domaine sont les experts, docteurs et ingénieurs en général, qui s'occupent de la recherche, du développement et de l'innovation. Et comme c'est le cas pour le grand domaine de la médecine, il y a encore, beaucoup de travail. Dans le grand domaine de la technologie, il faut des hommes d'élite pour faire avancer la médecine, et il faut aussi des hommes d'élite pour faire avancer la technologie. Sensei Cyril Ndangasu.